19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 5 février 2025. Le Niger dispose d'importantes ressources minières. Conscientes de cette richesse minière, les autorités du CNSP ont pris plusieurs mesures pour protéger les mines du Niger, a laissé entendre le ministre des Mines, commissaire-colonel Ousmane Abarchi, sur la télévision nationale lors de la présentation de son bilan. On l'écoute. Les dispositions qui sont prises, c'est d'abord de la sensibilisation à l'endroit de nos concitoyens qui sont dans l'exploitation des mines. Je peux vous assurer qu'il y en a des milliers, notamment dans l'exploitation de l'or. Quand vous allez dans le nord du Niger, dans la région d'Agadez, vous allez rencontrer des milliers de Nigériens sur des espaces complètement vides et ils sont en train de faire de l'exploitation de l'or. C'est le cas de Tchibarkaten. Voilà. Et également dans l'ouest du pays, c'est la même chose. Vous avez des milliers de Nigériens qui s'adonnent à l'exploitation de l'or. Et donc, ces populations ont besoin d'être sensibilisées par rapport au cadre légal et réglementaire dans l'exploitation de ces ressources. Et donc, nous les sensibilisons à se formaliser pour sortir de l'illégalité. Et nous les accompagnons dans ce sens-là pour les démarches administratives qu'il faut faire pour pouvoir acquérir un titre minier. Nous avons également entrepris là, et c'est normal, des mesures répressives à l'endroit de certains opérateurs qui sont dans l'illégalité. Et là, c'est la juste application des dispositions légales et réglementaires du code minier. Et je peux, à ce titre, vous dire qu'il est prévu dans le code minier des peines de prison en cas d'exploitation illégale. Il est prévu des amendes, des dédommagements et des saisies du matériel avec lequel les opérateurs sont en train de faire illégalement l'exploitation. Nous avons eu des cas récemment, dans la région d'Agadez toujours, où certains ressortissants étrangers se sont permis de faire de l'exploitation sans en avoir l'autorisation. Et donc, à ce niveau-là, nous avons saisi la justice, nous avons porté plainte avec constitution de partie civile par le ministère des Mines. Et ces opérateurs-là, il y en a 2 groupes dans la région qui ont été arrêtés et mis en prison en attendant leur jugement. Il y a également les déguerpissements de certains sites illégaux, notamment là également toujours dans le nord, notamment dans le département de Bima. Il y a beaucoup de sites illégaux et tout dernièrement, ce n'est que la semaine dernière d'ailleurs, nous avons procédé à des opérations en collaboration avec les FDS, des opérations donc de déguerpissement et de saisie du matériel d'exploitation qui est utilisé dans ce domaine-là, et également un site dans la zone de Makalondi qui a été là également déguerpi par nos FDS. Le palais des congrès de Niamey a abrité ce matin le lancement d'une plateforme dénommée Sanin Hakuma. Il s'agit d'une initiative portée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et l'ANSI qui vise à moderniser l'administration publique pour la rendre plus accessible et transparente. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Adam Soumana et Boubacar Souley. Il s'agit là de la présentation d'une nouvelle application dénommée Sani Hakuma, autrement dit la connaissance de l'administration en langue Hausa, faisant ainsi l'objet de la présente cérémonie. Une plateforme qui se veut un service numérique innovant permettant aux usagers une lecture en toute simplicité des documents choisis tout en ayant un accès libre et gratuit à des documents et vidéos portant sur l'administration publique. Prenant la parole à cette occasion, le premier responsable de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI a bien voulu souligner l'importance de cette plateforme dont il a fait une présentation sommaire de ses offres. Cette application, fruit d'une collaboration entre le Haut Commissariat à la modernisation de l'État
et l'ANSSI répond à un besoin essentiel, rendre accessible au plus grand nombre l'ensemble de nos productions documentaires, analyses, diagnostics, guides, manuels et contenus de sensibilisation qui constituent le socle de l'administration moderne. En effet, depuis sa création, le HCME a produit un volume considérable de documents stratégiques. Ces ressources essentielles pour la transformation de notre administration méritaient une plateforme à la hauteur de leur importance. Sanu Hokuma révolutionne cet accès de plusieurs manières. Une bibliothèque numérique complète, accessible depuis n'importe quel smartphone. Un moteur de recherche avancé permettant une recherche instantanée par thème, date ou mots-clés. Des fonctionnalités de partage via les réseaux sociaux et par mail. La possibilité de consultation hors ligne, particulièrement utile dans nos zones à connectivité limitée. Procédant au lancement officiel de cette plateforme, le ministre de la Communication n'a pas manqué de louer cette initiative. Le gouvernement salue et accueille favorablement cette importante initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, qui, de par l'approche retenue, constitue à livrer l'information publique aux citoyens nigériens plutôt que de lui laisser la lourde tâche de la rechercher et de rassembler lui-même. Cette approche qui répond aux exigences d'une administration de proximité au service des usagers permettra sans nul doute une grande disponibilité de l'information publique et un accès permanent et à moindre coût. Je puis vous assurer que le gouvernement, à travers notre département ministériel, mettra tout en œuvre pour soutenir l'effectivité et la pérennisation de ces précieux outils de souveraineté nationale. J'attire par ailleurs votre attention sur le devoir qui nous incombe de contribuer à garantir à la fois la disponibilité, la fiabilité et la qualité des informations et données à partager et à intégrer dans cette application. C'est à ce prix et à ce prix seulement que cet outil deviendra pleinement opérationnel. C'est aussi la principale condition pour assurer sa pérennisation et son développement jusqu'à l'excellence. Ainsi, ce rêve si cher au Haut Commissariat à la modernisation de l'État, rendu possible grâce à la collaboration de l'ANSSI, va renforcer la qualité de la gouvernance en permettant la transparence dans la gestion des affaires publiques et restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a rendu public une déclaration ce matin à son siège. L'USN s'est prononcé sur la situation sur-régionale, nationale et éducative devant de nombreux scolaires à Niamey. Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. La situation sur-régionale, nationale et celle du système éducatif nigérien au centre de cette sortie médiatique du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. En cette période de quête de souveraineté nationale qui ne se décrète pas mais qui se construit et se défend à prix d'efforts constants et de vigilance, le CD-USN appelle les autorités de la transition à poursuivre et renforcer les mesures sociales, notamment en veillant à ce que les réductions des coûts du carburant, du ciment et des soins de santé bénéficient réellement aux populations de notre pays. Prendre des dispositions urgentes pour encadrer les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à l'approche du mois béni de Ramadan. Car il est inacceptable que certains commerçants véreux spéculent sur la souffrance du peuple à travers la hausse vertigineuse du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Garantir une justice indépendante et impartiale qui ne soit ni instrumentalisée ni sélective afin d'instaurer un état de droit véritablement au service du peuple nigérien souverain. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens salue les efforts consentis par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang duquel son Excellence le général de brigade Abdourahmane Chani, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à aller au bout de cette transformation historique et en mettant un terme définitif au système de prédation et d'injustice qui ont longtemps gangréné notre pays. Après avoir salué les efforts consentis par les autorités, en général et au niveau éducatif en particulier, l'USN exige la finalisation des grands chantiers universitaires pour garantir aux étudiants un cadre d'apprentissage digne et fonctionnel dans les universités publiques du Niger. Encourage l'équipement des salles de classe et des amphithéâtres en matériaux adéquats pour assurer des conditions d'études optimales au niveau secondaire. Exige le paiement immédiat et intégral de la subvention aide sociale aux étudiants des universités de l'intérieur du pays, notamment des universités de Tillabéri, Dosso
Maradi, Tawa, Agadez, Zander et Difa. Le comité directeur met en garde contre toute tentative de retard et se réserve le droit de réagir avec la vigueur requise pour défendre honorablement les intérêts supérieurs des camarades militantes et militants de l'ISN. Exige la réduction systématique des frais excessifs aux examens du BTS d'État, qui constitue une barrière à l'accessibilité de l'enseignement supérieur dans notre pays. Exige l'amélioration des prestations des œuvres universitaires, notamment en matière d'hébergement et de restauration pour l'accompagnement social de nos camarades. Plaide pour la tenue des examens dans des conditions optimales et régulières en évitant les erreurs administratives qui pénalisent nos camarades, car désormais, aucune défaillance ne sera tolérée par l'ISN. Exige de mettre fin au retard académique récurrent et légendaire en renforçant l'encadrement et la planification des années universitaires et l'adoption d'une loi de programmation dans les universités publiques du Niger. Exige l'augmentation du nombre de bus universitaires afin d'alléger la souffrance des camarades confrontés aux difficultés de transport. Exige l'amélioration des conditions de logement pour permettre aux étudiants issus des familles modestes d'accéder à un hébergement décent. Plaide pour une redéfinition des politiques éducatives en mettant l'accent sur la qualité de la formation, l'adéquation des filières aux besoins du marché de l'emploi et la valorisation de la recherche scientifique. Souhaite la valorisation et motivation des enseignants pour garantir une transmission efficace du savoir et un encadrement pédagogique optimal. Au plan sur-régional, l'ISN appelle les autorités de l'AES à accélérer la mise en place d'une monnaie souveraine libérée du joug de franc CFA et des dictats des puissances étrangères, harmoniser les politiques économiques et sécuritaires pour garantir la stabilité et la prospérité de l'espace sahélien, renforcer les coopérations stratégiques, notamment en matière d'éducation, de recherche scientifique et d'industrialisation, afin de bâtir une région autonome et résiliente. Et enfin, le CD-ISN se félicite de la libération de leurs camarades de l'Association des élèves et étudiants du Mali, détenus depuis 1 an par les autorités du Mali. Ouverture ce matin de l'atelier de formation sur les techniques de négociation, les règles protocolaires et la rédaction diplomatique. Cet atelier organisé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur en collaboration avec l'Agence nationale de l'économie des conférences et le Haut Commissariat pour la modernisation de l'État. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Nafissatou Yahya et Nasser Setou. Renforcer les capacités techniques et professionnelles de la diplomatie nigérienne afin de lui permettre de faire face aux défis multiples et complexes du monde contemporain, c'est entre autres objectifs de cet atelier initié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Une initiative saluée par l'ambassadeur de la République démocratique et populaire de l'Algérie au Niger. L'Algérie se réjouit profondément de pouvoir contribuer à cet atelier en mettant à votre disposition son expertise à travers des formateurs qualifiés que je tiens ici à saluer leur engagement sans faille. Il s'agit de messieurs Dahman Wahid, directeur des affaires juridiques chargé de la thématique de la rédaction des documents diplomatiques, de M. Ghochtoli Mohamed, ministre plénipotentiaire à la direction générale du protocole, et du professeur Grimes Samir, professeur associé à l'IDRI. Le choix de ces intervenants pour encadrer cette formation a été minutieusement étudié pour répondre aux attentes de la partie nigérienne. Ces formateurs seront accompagnés dans cette mission par d'anciens ambassadeurs chevronnés du Niger, qui apporteront certainement une plus-value significative à ce séminaire. Il s'agit, il faut les nommer, il s'agit de leur Excellence, l'ambassadeur Adani Hilo, l'ambassadeur Modari Osman et l'ambassadeur Tcheko Amadou.
Organisé en partenariat avec l'Agence nationale de l'économie des conférences et le Haut Commissariat pour la modernisation de l'État, ce programme de formation s'articule autour de 3 domaines essentiels. Le protocole, la rédaction diplomatique et les techniques de négociation. À ce stade, je tiens à saluer la coopération bilatérale particulièrement fructueuse entre notre pays et la République algérienne démocratique et populaire, qui nous fait l'honneur de nous accompagner avec un apport technique de grande qualité, j'allais dire la mise à disposition de formateurs dont l'expertise est connue de tous. Leur présence parmi nous témoigne de la solidité des relations qui unissent nos deux pays, particulièrement dans ce domaine de formation, au titre duquel des milliers de cadres de nos différentes administrations nationales ont obtenu leur qualification en Algérie. Mesdames et messieurs, au titre de l'atelier proprement dit, notre ambition est de renforcer les capacités techniques et professionnelles de notre diplomatie afin de lui permettre de faire face aux défis multiples et complexes. Notons que l'apport technique de cet atelier, qui va durer 10 jours, est assuré par la République démocratique et populaire de l'Algérie au Niger. Voilà, place à présent à la rubrique hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite de la récidive. Un sujet qui est traité par maître Moustapha Hamidou Niabé Maman. Il est avocat à la cour. Très bonne réception à vous. La notion de récidive, on peut définir comme la réitération d'une infraction similaire ou proche d'une infraction précédemment et définitivement condamnée. Il faut dire que c'est une circonstance aggravante qui permet le prononcé d'une peine plus lourde jusqu'au doublement de la peine. Les règles de la récidive varient selon l'infraction, selon que l'infraction est contraventionnelle, correctionnelle et criminelle. Et il faut dire aussi que il y a ce qu'on appelle la récidive générale, la récidive temporaire et la récidive spéciale. Mais dans ce cadre, pour mieux cerner la question, nous allons parler des conditions de la récidive. Parce que pour qu'il y ait récidive, il y a 2 conditions principales qui doivent être réunies. La première condition est qu'il faut qu'il y ait une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction. Là, pour que l'aggravation prévue par la loi résultant de la récidive puisse être retenue, il faudra que la personne poursuivie soit déjà au préalable condamnée pour une première infraction. Et c'est extrêmement important de préciser ça. Il faut que cette condamnation rentre en force de ce juge. En termes clairs, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une décision devenue définitive. Il faut épuiser les voies de recours ou absence de voies de recours ou les délais pour exercer les voies de recours ont été épuisés. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être condamné pour une infraction. On vous poursuit, on vous condamne. Vous écopez d'une peine, mais vous avez le droit d'interjeter appel contre cette décision. Et bien dans ce cas, jusqu'à ce qu'il y ait décision devenue définitive, si dans l'entremise de ce temps-là, vous arriverez à commettre une nouvelle infraction proche de la première ou similaire de la première, et bien si la décision, la première condamnation n'était pas devenue définitive, aucune juridiction, je dis bien, ne peut retenir la récidive. Et bien, la deuxième condition, on dit,
il faut la commission maintenant d'une nouvelle infraction. Pour que l'aggravation résultant de la récidive puisse être retenue au-delà de la première condamnation, il faut maintenant une condamnation proche, comme je le disais tantôt, ou similaire. Le code pénal a dit des cas dans lesquels il faut qu'il y ait récidive. Et nous sommes en matière pénale, la loi pénale est d'interprétation stricte. Il y a des cas de récidive. Plus précisément, il y a 4 catégories de récidive. La première catégorie, c'est que pour une personne qui a commis une infraction, un crime par exemple, et que la personne a été condamnée pour ce crime à une peine criminelle, et après avoir purgé sa peine, cette personne réitère une autre infraction de nature criminelle, et bien là, on dit si la deuxième infraction est punie d'une peine d'emprisonnement à temps, la personne sera condamnée à une peine d'emprisonnement à vie. Et si la deuxième infraction, donc l'infraction réitérée, est punie d'un emprisonnement à vie, eh bien on dit que la personne sera condamnée à la peine de mort. Ça, c'est la première situation. Il y a une deuxième situation où une personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement correctionnel pour crime. Je vous explique un peu. Voilà quelqu'un qui a été poursuivi pour vol criminel et que la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, donc une peine inférieure ou égale à 10 ans. Donc, on dit que la personne a écopé d'une peine correctionnelle pour crime. Et que après, la personne, dans un délai de 5 ans, après que cette première condamnation est devenue définitive, la personne commet un délit ou un crime puni d'un emprisonnement à temps. Et bien, dans cette deuxième situation, on dit que cette personne sera condamnée au maximum de la peine prévue par la loi pour la deuxième infraction. Et cette peine pourra être élevée au double. Maintenant, il y a une troisième situation. Une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement criminel. Donc, à une peine afflictive et infamante. Dans un délai de 5 ans. Après que cette condamnation était devenue définitive, commet maintenant un délit. On dit que cette personne sera condamnée au maximum de la peine prévue par la loi. Et cette peine pourra être élevée au double. La quatrième et dernière situation, c'est la situation d'une personne qui avait été condamnée à une ou plusieurs peines correctionnelles. Dans un délai de 5 ans, après que cette condamnation était devenue définitive, on dit commet un délit. Donc, une infraction punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel. Eh bien, cette personne sera condamnée, on dit, au double de la peine précédemment prononcée. Donc, la deuxième condamnation ne peut aucunement être inférieure au double de la première condamnation, ni aussi supérieure au double du maximum de la peine encourue. C'est pour vous dire que la récidive, c'est une circonstance aggravante. Et la loi nous dit, en cas de récidive, le juge ne peut pas appliquer de circonstances atténuantes, ni de sursis. L'autre seul ici, c'est que par exemple, si tout à l'heure je vous expliquais la première situation où la peine peut aller jusqu'à la peine de mort, eh bien seulement dans ce cas de figure où le législateur a expressément dit que dans ce cas de figure, eh bien la juridiction peut substituer l'emprisonnement à vie à l'emprisonnement à la peine de mort. C'est à peu près la même chose parce que peine de mort, emprisonnement à vie, bon, je vous laisse juger. Maintenant, l'autre élément que j'aimerais développer par rapport à la récidive, c'est comment la juridiction saisie doit constater la récidive. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il faut qu'il y ait une décision devenue définitive. Maintenant, dans les faits, comment ça se traduit? Comment un juge peut constater qu'une décision est devenue définitive et que cette personne a réellement été condamnée? Eh bien, cela
c'est l'article 712 du Code de procédure pénale qui nous donne la solution. On dit c'est le casier judiciaire, donc le bulletin du casier judiciaire qui retrace les condamnations devenues définitives à l'encontre d'une personne. Mais malheureusement, dans les faits, la traduction est tout autre. La pratique de nos juridictions, c'est qu'aujourd'hui, si une personne est poursuivie, si on constate que la personne avait été poursuivie antérieurement pour d'autres infractions, on demande la production de relevé de l'extrait d'écrou. L'extrait d'écrou, c'est un papier administratif qui permet de constater que cette personne, au cas où la personne avait séjourné en prison, que cette personne avait séjourné en prison de telle période à telle autre. Mais là, est-ce que juridiquement, ce papier permet de constater que cette décision est devenue définitive? Non. Mais malheureusement, je dis malheureusement, c'est une situation qu'on déplore. Dans la pratique, ça se traduit ainsi. Et de l'autre côté, juste à côté, tout à l'heure, je disais que la loi pénale et d'interprétation est stricte. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi nous dit qu'il faut produire un casier judiciaire. C'est ce casier qui permet de constater si une personne a été condamnée et si cette condamnation est devenue définitive. Mais malheureusement, on fait produire l'extrait de cour et la conséquence, c'est qu'une personne peut être condamnée pour la récidive, alors que la juridiction n'était pas à même de savoir est-ce que cette décision était devenue définitive ou non. Parce qu'une personne peut être condamnée aujourd'hui, la personne peut exercer des voies de recours, ou le procureur lui-même peut exercer des voies de recours, sans que la personne poursuivie soit au courant de ça. Parce que si tu es condamné aujourd'hui, à l'expiration du délai, que la décision soit définitive ou non, tu seras libéré, parce que c'est une peine qui a été prévue. Tu as épuisé, tu as purgé cette peine, et bien à l'expiration du délai, tu seras libéré. Quoique cette décision n'est pas rentrée en force de se juger. Mais malheureusement, je répète, que la pratique de nos juridictions, c'est de faire produire l'extrait de cour. En tout cas, de la majorité des cas. Rares sont les situations dans lesquelles on fait produire un casier judiciaire pour constater que cette personne a été condamnée. Et c'est seulement ce papier, ce fameux papier-là, qui fait retracer la condamnation et qui permet de savoir si cette condamnation était devenue définitive ou pas. La loi nous dit que c'est le bulletin numéro 1 qui est délivré aux autorités judiciaires. Mais pourquoi ne pas créer les conditions pour qu'une personne puisse être en mesure de démontrer cela? La partie poursuivante en matière pénale, c'est le ministère public. Et il revient à ce ministère public de faire produire ou de demander la production du casier judiciaire par ses choix. Mais malheureusement, je dis, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et il faut aussi retenir que c'est une situation extrêmement grave. Et vraiment, j'interpelle les uns et les autres de la chaîne pénale pour que chacun fait le sien, chacun fait son travail. Parce que toute personne peut passer par là.